En quelques années, le nord du Burkina Faso est passé du fracas des balles au bourdonnement. Des marchés qui reviennent à la vie. Entre 2022 et 2025, alors que plus de 2 millions de personnes fuyaient encore, 28 bataillons rouvrent des routes, des puits, des écoles et redonnent un visage habité à des villes fantômes que tout le monde croyait perdues. Et pour vous, que valent ces Burkina Faso News quand Ibrahim Traoré affirme que la paix se plante au ras du sol et non depuis un podium? Si cela est vrai, ce laboratoire discret, Ibrahim Traoré Burkina Faso, pourrait changer votre façon de regarder un simple puits. Si cette transition encore fragile intrigue autant, c'est parce qu'elle porte une promesse claire. Montrer comment un pays meurtri peut reconstruire sa souveraineté à partir de gestes simples et mesurables. Pour le public, l'enjeu tient en 10 à 12 mots. Comprendre comment la stabilité naît du terrain, pas des discours. Le risque est évident. Confondre embellie temporaire et transformation durable. Mais l'intérêt est plus grand encore. Découvrir un modèle qui replace les communautés au centre du changement. Cette enquête propose un fil conducteur sans emphase. Suivre le mouvement qui va des puits réparés aux marchés rouverts, des écoles rallumées aux familles de retour. Matkak, elle examine ce que signifie rebâtir dans une région où l'État a longtemps reculé devant la peur. Une micro-accroche demeure. Si les méthodes employées au Burkina Faso fonctionnent ici, pourrait-elle inspirer d'autres zones sahéliennes où l'espoir vacille encore? En 2022, le pays compte plus de 2 millions de déplacés, tandis qu'en 2025, 28 bataillons ont rouvert des corridors entiers que l'on disait perdus. Ce contraste brutal sert de mini-révélation. L'écart entre l'exode et la réouverture raconte déjà un basculement mesurable. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré apparaît comme un repère qui structure la lecture des faits. Lorsque le capitaine prend les commandes, près de la moitié du territoire échappe encore à l'État. Les écoles brûlées servent d'abri aux groupes ORC. Les routes sont piégées et les familles avancent de village en village sans certitude de rentrer un jour. Le nord du Burkina Faso, longtemps murmure de tases et de désertion, fonctionne alors comme une zone d'ombre où la vie se contracte. Puis un changement méthodique s'amorce. Les unités de réaction rapide progressent bloc par bloc, libèrent les axes, établissent des couloirs humanitaires, rouvrent des passages stratégiques. La logique n'est pas la conquête, mais la réversibilité. Rendre utilisables des lieux désertés, plutôt que proclamer des victoires. Les marchés morts recommencent à bruire. Des puits se remettent à couler. Des classes se rallument. Chaque portion reprise devient un espace social à reconstruire. C'est ici que se déploie l'idée fondatrice. Sécuriser ne suffit pas. Il faut repeupler par la confiance. Les brigades civiles, installées de manière permanente, consolident ce que les bataillons ont ouvert. Elles arbitrent les différends, stabilisent les habitudes, réapprennent aux habitants à occuper un territoire abandonné trop longtemps. Cette articulation, frapper vite, rester longtemps, forme le cœur du modèle observé aujourd'hui. Le contexte régional, lui, demeure sous tension. Frontières instables, circulation armée, zones grises qui persistent entre Mali et Niger. Pourtant, la séquence interne montre un mouvement inverse. Plus les gestes quotidiens réapparaissent, plus le récit change. La sécurité cesse d'être un slogan pour devenir une pratique visible. Et c'est cette matérialité que l'analyse va suivre dans les parties suivantes. Pour comprendre ce qui se joue réellement dans le nord du Burkina Faso, il faut s'attarder sur ceux qui, jour après jour, traduisent que la sécurité en habitudes concrètes. Ces figures, souvent anonymes, servent de boussole pour mesurer l'effet des premiers changements. Dans plusieurs villages du Sahel, les enseignants, les agents de police communautaires et les volontaires locaux deviennent des relais silencieux. Ils observent, ajustent et stabilisent ce que les bataillons ont rouvert. Prenons le cas de Gabou. En 2023, les routes y étaient encore minées
et les écoles réduites à des murs calcinés. 6 mois après la sécurisation combinée de l'unité d'élite et de la brigade civile, une scène simple renaît. Des enfants franchissent la porte d'une classe fraîchement repeinte, un tableau noir remis d'aplomb, un robinet qui goûte encore mais fonctionne. Rien de spectaculaire, mais chaque détail signale que le territoire accepte de nouveau la routine. À Boulay-Doumourune, la transformation se joue au marché. Là où s'élevait jadis un poste de contrôle abandonné, un espace de commerce reprend forme. Femmes vendant du mil, mécaniciens improvisés réparant des motos, jeunes discutant de semences et d'irrigation. Ces gestes ordinaires témoignent d'un changement plus profond que n'importe quel discours. La vie revient quand les habitants se sentent assez en sécurité pour rester. Ces microcas montrent la même évidence. La stabilité se mesure aux usages, pas aux slogans. La vraie question reste simple. Que produit une habitude retrouvée? Kitsch what? Tout bascule en 2022, lorsque Ibrahim Traoré prend le pouvoir dans un Burkina Faso disloqué. Le territoire saigne. Camps de déplacés saturés, routes coupées, écoles incendiées. Les groupes armés dictent le rythme. Les villages se vident. Dans ce chaos, une décision s'impose. Il faut une stratégie qui frappe vite et qui reste longtemps. Le mot d'ordre circule sans détour. Aucune graine ne pousse sans sécurité. Les premiers bataillons partent dans le nord. Ils avancent vite, méthodiquement. Ils déminent, dégagent, rouvrent. Leurs opérations ne visent pas la conquête, mais l'accès. Rendre possible le retour, l'eau, le marché. Chaque axe libéré devient une ligne de respiration pour une population étouffée depuis des années. Quand les 28 bataillons atteignent leur vitesse de croisière, la dynamique change d'échelle. Les couloirs humanitaires se multiplient. Les convois traversent des zones où personne n'osait plus passer. Les checkpoints des groupes armés disparaissent, remplacés par des patrouilles mixtes. Les bus scolaires reprennent leur trajet. Les commerçants testent des routes restées muettes trop longtemps. Les villes fantômes recommencent à vibrer. Barcelogo, Gabou, Boulay, Doumourune. Les marchés bruissent, les puits cossés coulent, les classes rouvrent. 1 million de personnes rentrent chez elles. La poussée est massive, presque inattendue. Ibrahim Traoré en tire une ligne directrice. Sécuriser pour reconstruire, reconstruire pour stabiliser. Le projet militaire devient un chantier civil. Les brigades communautaires prennent position dans les villages reconquis. Elles ne bougent plus. Elles écoutent, arbitrent, restaurent la confiance élémentaire, sans laquelle aucun retour n'est durable. Par leurs décisions quotidiennes, ces équipes se transforment la victoire militaire en ancrage social. DU Chan. En 2024, un autre basculement se produit. La campagne agropastorale 2023-2025 démarre. Près d'1 milliard de dollars sont investis. 8 filières s'activent. Riz, maïs, tubercules, viande, volaille, pêche, blé, mangue. Les semences arrivent à temps. Les canaux d'irrigation sont réparés. Les puits restaurés. Dans plusieurs provinces, les pluies coïncident avec les semis. Les champs reverdis deviennent des preuves visibles de la transition en cours. Les troupeaux reviennent, les marchés s'élargissent, les coopératives signent des contrats de rachat. Les retours de déplacés dépassent les 40%. La reconstruction cesse d'être un slogan. Elle devient une métrique vivante. Chaque village revenu à la normale ajoute une brique à un édifice que certains affirmaient impossible, mais les secousses persistent. Les frontières du Mali et du Niger restent instables. Les routes demeurent vulnérables. La paix, répète Ibrahim Traoré, ne vit pas sur la pointe d'un fusil. Le travail doit suivre. Et c'est ce travail, lent, répétitif, patient, qui détermine l'équilibre fragile entre sécurité et survie. Ce fil d'événements montre une évidence. Le pays ne renaît pas par miracle, mais par méthode. En 2025, plus d'1 million de déplacés sont revenus chez eux, un delta considérable par rapport aux 2 millions de fuites enregistrées 3 ans plus tôt.
Ce retour massif indique une bascule structurelle. Il traduit une confiance retrouvée suffisante pour reconstruire des routines de vie. Le deuxième repère tient aux 7000 km de routes sécurisées par les 28 bataillons, un volume rarement mentionné mais central pour comprendre le redémarrage économique. Ce chiffre équivaut à rétablir une circulation régionale qui relie marchés, couloirs humanitaires et services essentiels. La mesure dit une chose simple. La mobilité redevient possible dans des zones qui vivaient en isolement forcé. Troisième pilier, la hausse de 45% de la productivité agricole entre 2023 et 2025 dans les régions du Nord et du Centre. Ce bond n'est pas un miracle. Il résulte d'un alignement précis entre irrigation rétablie, semences livrées à temps et circuits commerciaux rouverts. En chiffres comme en pratique, cela signifie que les filières locales recommencent à nourrir les villages avant d'alimenter les marchés. Ces trois indicateurs forment un tableau cohérent. Les retours volontaires créent un effet d'ancrage. Chaque foyer revenu devient une cellule de stabilité. Les routes sécurisées servent de colonne vertébrale logistique. Elles permettent aux marchés de fonctionner, aux convois de circuler, aux enseignants d'arriver jusqu'aux écoles restaurées. Quant à la productivité agricole, elle renforce la dimension la plus tangible de la souveraineté. Produire localement pour manger localement. Les statistiques s'éclairent davantage lorsqu'on les met à certaines perspectives avec les transformations quotidiennes observées dans les villages reconquis. À Gabou, par exemple, la réouverture de la classe n'aurait pas été possible sans la route dégagée quelques semaines plus tôt. À Boulay-Doumouhoun, le marché renaissant dépend directement des flux permis par la sécurisation de l'axe régional. Les données, souvent perçues comme abstraites, deviennent ici des preuves incarnées. Un chiffre correspond à un trajet, un geste, une présence retrouvée. Les programmes agropastoraux, consolidant cette dynamique, amplifient l'effet des mesures de sécurité. Lorsque des semences s'arrivent à temps, qu'un canal d'irrigation est remis en état ou qu'un troupeau revient, chaque action crée une boucle économique locale. Les familles vendent, achètent, produisent, et cette microéconomie, multipliée par des centaines de villages, constitue la base du redressement national. Certains observateurs étrangers parlent de populisme rural ou d'isolement économique. Mais les faits résistent à ces lectures. Le taux de retour volontaire dépasse 40%. Les coopératives se multiplient. Les marchés hebdomadaires regagnent environ 60% de leur activité d'avant-guerre. Sur le terrain, ces chiffres prennent un autre sens. Ils décrivent une société qui se remet en mouvement plutôt qu'un discours idéologique. Ainsi, les données nouveaux ne servent pas seulement à attester une amélioration, elles révèlent un mécanisme. Sécuriser, transporter, produire. C'est ce mécanisme, mesurable et reproductible, qui structure la suite de l'analyse. Les critiques extérieures avançant un premier argument structuré. Aucun progrès durable ne peut émerger sous un régime militaire. Selon eux, la suspension des élections fausse toute lecture des résultats. Ils craignent qu'une stabilité apparente masque une centralisation du pouvoir et que les succès sécuritaires servent surtout à retarder le retour à un contrôle civil. Leur thèse est simple. Sans institutions pleinement opérationnelles, les avancées restent fragiles, réversibles, exposées à la moindre crise aux frontières. Le second volet de la critique pointe le risque d'un isolement économique. En privilégiant l'autosuffisance, soutiennent certains experts, le pays pourrait se couper des chaînes de valeur régionales. Les programmes ruraux sont vus comme une parenthèse séduisante, mais difficile à maintenir sans appui extérieur. Pour eux, l'essor agricole ou la reconstruction locale ne suffisent pas à compenser les tensions géopolitiques ni la volatilité des prix mondiaux. Face à ces positions, la défense interne mobilise d'autres faits. Les marchés rouverts, les routes sécurisées et le retour de plus d'1 million de déplacés ne constituent pas une narration politique, mais des réalités mesurables. Les écoles remises en service,
plus de 320 en moins d'un an, montrent que la gouvernance recouvre une dimension très concrète. Garantir que les enfants puissent retourner en classe. Quant à la production agricole, sa hausse de 45% dans certaines régions s'explique par des mécanismes visibles. Irrigation rétablie, semences livrées à temps, circuits commerciaux ranimés. Dans ce Stillman, chaque camp conserve une part de pertinence. Les critiques rappellent la nécessité d'un cadre institutionnel solide. Les défenseurs soulignent que la légitimité peut aussi naître du terrain lorsque les populations voient leurs conditions de vie s'améliorer. Ce n'est pas une opposition facile à trancher, mais un équilibre exigeant. Sécurité sans dérive, reconstruction sans illusion. Une bascule invisible surgit ici. Elle apparaît dans un détail que beaucoup jugeraient banal. Une chèvre attachée près d'un puits réparé, un geste pastoral qui semble étranger aux grandes stratégies sécuritaires. Pourtant, c'est précisément là que se dévoile le midpoint du modèle porté par Ibrahim Traoré. Après la phase militaire et la consolidation civile, un troisième étage se met en place. Produire, revendre, circuler. La distribution de kits de bétail, accompagnée de nourriture, de soins vétérinaires et d'un accès encadré au marché, change la logique du redressement. Dans une région longtemps dépendante de l'aide extérieure, le revenu renaît à partir d'un animal, puis d'un troupeau. Une famille vend une chèvre, répare un toit, paye des médicaments. Le symbole paraît modeste, mais il indique la volonté de reconstruire la souveraineté par le travail plutôt que par des transferts massifs. Dans plusieurs villages, où les champs reverdis côtoient les anciens postes de contrôle, cette dynamique crée un effet d'entraînement. Marché élargi, coopératives renforcées, jeunes qui deviennent éleveurs ou vaccinateurs. Ce n'est pas une promesse abstraite, c'est une transition observable à l'échelle d'un geste. À partir d'ici, tout change de densité. Au niveau de l'État, la transformation se lit d'abord dans la capacité administrative retrouvée. Grâce au registre social unique, plus d'1 million de retours ont été enregistrés avec une précision logistique inédite au Sahel. Là où l'administration reculait, elle recommence à structurer le quotidien. Paiement numérique, transfert direct, assurance santé universelle. Le territoire se réorganise autour de systèmes fonctionnels. Pas de déclaration. Les corridors sécurisés offrent une cohérence nouvelle. Écoles rouvertes, coopératives consolidées, services de base accessibles. Pour le gouvernement, cette articulation, sécurité, identité, travail, santé, constitue la colonne vertébrale d'un modèle que Ibrahim Traoré présente comme une souveraineté enracinée plutôt que proclamée. Pour les structures économiques, l'impact est immédiat. Les marchés régionaux en sont retrouvés environ 60% de leur niveau d'avant-guerre, créant une boucle de valeur locale. Produire, vendre, consommer dans un rayon plus stable. Les coopératives agricoles signent des contrats d'achat avec le Programme alimentaire mondial, transformant les récoltes burkinabées en approvisionnement pour les cantines scolaires. La hausse de 45% de la productivité agricole dans plusieurs provinces soutient l'émergence de micro-entreprises. Meuniers, transporteurs, réparateurs, commerçants de semences. Dans les zones autrefois bouclées par la peur, la réouverture des routes permet aux filières de sortir de la survie pour entrer dans l'échange. À l'échelle humaine, les effets prennent la forme de gestes simples mais décisifs. Une veuve vend une chèvre pour acheter des médicaments. Un jeune répare sa boutique grâce à un transfert monétaire. Une mère traverse un village jusqu'au puits sans escorte. Ces scènes ordinaires forment le baromètre réel du changement. Dans les villages de Gabou ou Tamasco, les groupes d'épargne féminins financent des toits, des outils, des stocks. Les jeunes redeviennent acteurs, cultivateurs, vaccinateurs, éleveurs. Le travail redevient un langage commun. La survie cesse d'être une fuite permanente et le quotidien retrouve un rythme qui n'a plus besoin d'explications politiques. À l'échelle régionale, les effets débordent les limites du Burkina Faso. Les routes transsahariennes reprennent, reliant le pays au Niger et au Ghana. Les troupeaux traversent à nouveau les axes commerciaux.
Et la nouvelle usine de viande de Bobo-Dioulasso se prépare à employer près de 3000 personnes, dont de nombreux anciens déplacés. Cette dynamique renforce la présence burkinabé dans une sous-région secouée par l'instabilité. En parallèle, le modèle agro-pastorial adopté ici inspire d'autres États sahéliens cherchant à réduire leur dépendance à l'aide. L'expérience devient un laboratoire, un pays qui, après l'effondrement, choisit la reconstruction par la méthode plutôt que par la rhétorique. Scénario 1. Trajectoire de base. Dans la voie médiane, le pays maintient le rythme actuel. Sécurité partielle mais fonctionnelle. Administration locale qui s'installe et programme RSU PMV RAMU qui continue de s'emboîter. Les routes restent praticables, les marchés gagnent en fréquentation, les coopératives agricoles poursuivent leur montée en puissance. La production croît de 4 à 5%, sans percée spectaculaire, mais avec une constance suffisante pour stabiliser l'intérieur du territoire. Les frontières demeurent nerveuses, mais le cœur du pays respire. Dans cette configuration, la décentralisation avance par cercles concentriques, village après village, comité après comité. Scénario 2. Dynamique optimiste. Dans une séquence plus favorable, les pluies se synchronisent avec les semis, les récoltes dépassent les estimations prudentes et les infrastructures de transformation, à l'image de l'usine de Bobo-Dioulasso, tournant à plein régime. Les flux commerciaux régionaux reprennent de la vigueur et les exportations de bétail gagnent un poids inédit. Les retours de déplacés dépassent 1,5 million, créant un ancrage démographique qui solidifie les avancées obtenues. Les coopératives deviennent des relais administratifs, participant à la collecte de données locales. L'économie rurale s'organise autour d'une chaîne courte mais dense. Produire, transformer, vendre. Scénario 3. Trajectoire pessimiste. Dans une hypothèse plus tendue, les frontières avec le Mali ou le Niger se dégradent. Les prix mondiaux des intrants agricoles grimpent et une sécheresse partielle réduit les récoltes. Une chute de plus de 15% de la production fragiliserait les boucles locales créées depuis 2023. Les marchés perdraient en régularité, les coopératives ralentiraient, et l'État devrait réactiver des dispositifs d'aide internationale qu'il souhaitait éviter. La philosophie d'indépendance serait testée, non par l'effondrement, mais par un retour du risque externe. La confiance populaire, moteur discret du redressement, deviendrait plus volatile. Un fil de lecture pour le spectateur. Entre ces trois trajectoires, l'enjeu n'est pas de deviner l'avenir, mais d'évaluer la cohérence du modèle. Un pays progresse lorsque sécurité, production et gouvernance locale restent alignés. La bonne question à garder en tête, qu'est-ce qui maintient un système cohérent quand les circonstances changent? Pour ceux qui reconstruisent, artisans, agriculteurs, éleveurs, ouvriers, l'expérience burkinabé résonne comme une confirmation silencieuse. La souveraineté commence par un geste répété, pas par un slogan. Voir des marchés reprendre, des puits fonctionner, des troupeaux revenir, rappelle à ces bâtisseurs que la stabilité se fabrique par couches superposées. Leur regard s'accroche à ce qui tient. Une route dégagée, une école rouverte, un revenu retrouvé. Ils reconnaissent dans ces fragments un langage universel du redressement. Pour les citoyens lassés des promesses politiques, le parcours du Burkina Faso offre une autre lecture. Ils y voient la valeur d'un changement qui ne cherche pas l'effet d'annonce, mais l'amélioration du quotidien. Un enfant qui rit dans une classe reconstruite pèse plus lourd qu'une déclaration institutionnelle. Cette sobriété parle à ceux qui doutent des discours trop vastes. Elle montre qu'un État peut regagner du terrain en réhabilitant d'abord ce qui semblait perdu. L'eau, la sécurité, la routine. Pour la jeunesse, enfin, cette histoire ouvre un espace inattendu. Elle met en évidence qu'un pays peut se redéployer sans recourir à la surenchère, que la dignité peut surgir d'un travail patient. Les jeunes
y perçoivent un paradoxe inspirant. Reconstruire sans faste, avancer sans bruit. Ils s'identifient aux figures locales, enseignants, volontaires, éleveurs, qui ne promettent rien, mais agissent à échelle humaine. Ce modèle leur offre une perspective différente, la possibilité d'un avenir qui repose moins sur l'attente d'un changement venu d'ailleurs que sur la capacité collective à tenir debout. L'enjeu, pour chacun, est le même: comprendre ce que produit une amélioration concrète. La trajectoire observée au Burkina Faso montre qu'un redressement durable repose sur une chaîne d'actions simples mais coordonnées. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette méthode se structure en étapes gigantesques où chaque acteur sait quoi faire, quand intervenir et comment mesurer les résultats. L'objectif n'est pas la perfection, mais la cohérence, l'alignement entre sécurité, identité, production et gouvernance locale. Les acteurs concernés sont bataillons spécialisés plus patrouilles mixtes. L'action décrite consiste à dégager route, puis école, marché. Le calendrier prévu est le suivant. Premières 6 semaines. La mesure du progrès repose sur corridors ouverts, trajets redevenus réguliers, absence de checkpoint armés. Les acteurs concernés sont brigades communautaires, policières de proximité. L'action décrite consiste à arbitrer, écouter, consolider la confiance. Le calendrier prévu est le suivant. Immédiatement après sécurisation. La mesure du progrès repose sur conflits résolus localement, retour de famille, réouverture de services de base. Les acteurs concernés sont coopératives, femmes commerçantes, jeunes volontaires. L'action décrite consiste à semences livrées, canaux d'irrigation réparés, marchés réorganisés. Le calendrier prévu est le suivant. Dans les 3 mois suivant la stabilisation. La mesure du progrès repose sur hausse des récoltes, fréquentation des marchés, premiers revenus reconstitués. Les acteurs concernés sont programmes agropastoraux, plus services vétérinaires. L'action décrite consiste à distribution de kits de bétail, soutien aux élevages, circuits de vente. Le calendrier prévu est le suivant. Cycle saisonnier. La mesure du progrès repose sur taux de survie des troupeaux, ventes régulières, autonomisation progressive des foyers. Les acteurs concernés sont comités villageois plus préfecture. L'action décrite consiste à remonter données, ajuster projets, publier résultats. Le calendrier prévu est le suivant. Continue. La mesure du progrès repose sur transparence opérationnelle, correction rapide, ancrage durable des initiatives. Cette méthode s'articule autour d'une idée unique. Un pays se relève quand chaque geste trouve sa place dans la chaîne. Dans un village de Barcelogo, une femme tient un enfant d'un bras et une chèvre de l'autre. Cette scène, déjà entrevue au fil du récit, concentre l'essence du modèle porté par Ibrahim Traoré. Nourrir avant de promettre, réparer avant de proclamer. Là où régnait le bruit des armes, on entend désormais le ruissellement d'un puits remis en service, les rires d'une classe rouverte, le pas hésitant mais réel des familles revenues. Les visages changent, mais le geste reste le même. Reprendre possession d'un quotidien qui avait disparu. Les villages qui renaissent à Sassou ne racontent pas une victoire spectaculaire, mais la persistance d'une méthode. Une pompe qui fonctionne, un marché qui revit, un champ replanté deviennent les marqueurs d'une souveraineté qui ne cherche pas à séduire, seulement à tenir debout. Dans cette sobriété, une dignité se relève sans bruit. Elle ne dépend ni d'un prestige, ni d'un miracle, mais d'un enchaînement de gestes patients. Et si la grandeur d'un pays se mesurait à sa capacité à recommencer, la dignité renaît toujours là où l'on ose rester. Ce récit venu du Sahel ne cherche pas l'adhésion automatique. Il propose un miroir où chacun peut reconnaître quelque chose de familier, le besoin d'eau fiable, d'écoles ouvertes, de marchés qui tiennent. Les transformations observées au Burkina Faso rappellent que la souveraineté n'est pas un mot d'ordre, mais un ensemble d'habitudes qui se recomposent pas à pas. Elles interrogent notre manière d'envisager la stabilité. Dépend-elle d'un grand projet ou d'une suite de gestes qui résistent au temps?
Si cette histoire vous parle, vous pouvez la partager, la discuter ou la confronter à vos propres expériences. Le dialogue reste la seule manière de tester les modèles, d'en comprendre les limites, d'en percevoir la portée. Il n'existe pas de réponse unique, seulement des trajectoires qui se comparent, se questionnent, s'ajustent. Alors, selon vous, c'est ce qui fait tenir un pays quand tout vacille ?